Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 19 h du journal d'Alizé Télévision ce lundi 12 décembre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Le 13 décembre 2015, Harry Chalus sortait Victorin Lurel de la présidence de la région Guadeloupe. Un an après, la majorité des Guadeloupéens lui font encore confiance pour changer d'avenir. Grippe, gastro-entérite et bronchiolite arrivent en tête des pathologies de cette fin d'année. Plusieurs cas sont recensés chaque semaine. 18 mois après sa dernière exposition, Jackie Poulier est de retour. Rencontre avec le sculpteur des héros guadeloupéens contre l'esclavage dans son atelier de Sainte-Rose. Le journal Rolina Bal. Le 13 décembre 2015, Harry Chalus, à la tête de la liste Changer d'avenir, remportait les élections régionales en Guadeloupe. Sa liste obtenait un peu plus de 57,50% des suffrages exprimés contre un peu moins de 43% pour celle menée par Victorin Lurel. Depuis, 28 nouveaux conseillers régionaux composent la majorité à l'Assemblée. Une nouvelle équipe qui promettait de changer de modèle économique pour changer l'avenir de la Guadeloupe. Un projet qui a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population guadeloupéenne. Après une année passée à la tête des affaires, quel avis portent les Guadeloupéens sur la gestion de la nouvelle majorité à l'Assemblée régionale? Joël Saint-Silly est allé poser la question à quelques-uns d'entre vous dans les rues de Pointe-à-Pitre. Reportage. Mes chers amis, l'élection régionale est désormais derrière nous. Au président Lurel, je souhaite exprimer des sentiments personnels de solidarité et même fraternels. Le 13 décembre 2015, Harry Chalus privait Victorin Lurel d'un troisième mandat à la tête du Conseil régional de Guadeloupe. Une élection remportée haut la main au deuxième tour par le maire de Bémao de l'époque. Un verdict électoral synonyme d'une véritable envie de changement de la part des Guadeloupéens. Un an après, le président de la collectivité régionale bénéficie encore du soutien populaire. Il semble en tout cas surfer sur la vague de l'indulgence que l'on accorde habituellement aux primo-arrivants. Pour le moment, là, moi, je travaille parfaitement bien. Alors, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire rien d'autre. On va attendre faire un mandat pour juger. Voilà. Il temps pour découvrir les dossiers. J'ai ouvert, mais pour étudier tout. Comprenez? Donc là, peut-être après un certain temps, quand on a dit en sortie du plus haut, après un certain temps, qu'il revoit les dossiers, il apprend, il met en machin. Là, nous pouvons savoir si c'est l'homme qu'il faut pour la Guadeloupe. Qu'il essaye déjà de mettre en place ce qu'il avait prévu pour la Guadeloupe et que vu la situation actuelle de la Guadeloupe en général, donc on n'a pas encore vraiment vu le résultat de tout ce qu'il avait promis. Mais enfin, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, il va pouvoir appliquer vraiment son programme, son propre programme. On peut dire des Chalus, ça fait 1 an quand même, on ne peut pas faire un gros bilan déjà après 1 an parce que ça commande un petit moment de temps d'adaptation. Mais sans que dire qu'il capote en manœuvre. Mais un petit peu sceptique parce qu'il va capoter plus de manœuvre de certains côtés que d'autres côtés. Mais pour l'instant, pour vraiment faire une globalité parce que ça n'a pas fait longtemps pour là et on ne peut pas tirer une conclusion comme ça de seul coup. Okay. Mais pour l'instant, il casse moins, ça y a un but frombité. Une popularité qui s'appuie souvent sur son bilan de maire, mais aussi sur un style, une façon d'être caractérisée par le dynamisme et la proximité. Il s'occupait à l'époque, quand il était maire de Bémao, des jeunes. Il s'occupait des jeunes, il a envie que les jeunes reprennent le bon chemin. Et il y a le dossier de l'eau, il se bat, mais c'est très dur. Je dis c'est un président de proximité, il est près de son peuple. Je dis il faut le laisser faire ses preuves. Au niveau de l'eau, je vois que ça bouge un peu. Il y a aussi les inconditionnels, ceux qui voient en lui l'homme politique providentiel, celui qu'il faut à la Guadeloupe. Eh bien, son action est bien, c'est bien. Il fallait longtemps qu'il soit là. Ah oui. Ah oui, encore votre travail à Chalus, il y a une grande évolution qui fait. Déjà, nous voyons pour là et pour désenclaver la Pointe-Tibouin. Il faut un travail qui est assez intéressant, qui était déjà fait longtemps depuis au niveau des lycées à Brembridge. On trouvait ça belle.
Et moi, sans pouvoir apprécier l'eau. Et à avoir un grand force bail aussi. Son Guadeloupéen, Chalice. Et puis, il reste les autres, les sceptiques. Moins nombreux, il faut le dire, parmi les personnes interrogées. Pour ça, moi, personnellement, la politique à présent, on va faire tous ces gens là, c'est eux l'argent. Il y avait ce problème d'eau, il a dit qu'il était réglé. Il n'a pas réglé, ni problème à transport qui n'est pas réglé. Et surtout, il a dit pas un jeune ne sera laissé sous les côtés. Et c'est un qui ça, on dirait que la violence a augmenté et tout le monde a cherché travail. Des impressions en phase avec le récent sondage de Calistat qui place de loin Harry Chalus comme la personnalité politique la plus appréciée des Guadeloupéens. D'après le baromètre de Calistat, Harry Chalus bénéficie en effet de la meilleure cote confiance spontanée avec 37% contre 5% pour la deuxième au classement, Josette Borrell-Lincertin. Harry Chalus demeure également la personnalité politique qui bénéficie de la plus forte notoriété spontanée avec 48% des réponses spontanées quand on demande au sondé le premier nom d'un responsable politique qui lui vient à l'esprit. Ce baromètre notoriété et confiance de Calistat fait également apparaître que seuls 24% des Guadeloupéens font confiance à la classe politique locale. Après la Vox Populi, nous avons souhaité connaître l'analyse d'un des observateurs avisés de la vie politique en Guadeloupe. Julien Mérillon, politologue et membre du CAGI, nous donne son analyse de la première année de présidence d'Harry Chalus. Il est au micro de Jacques Damprobe. Depuis un an, il n'y a pas de grands changements qui aient été opérés, sinon dans le style. Et je pense que la présidence Chalus est plutôt dans le style, dans la façon de gouverner qu'elle se manifeste et qu'elle se distingue de la précédente gouvernance. Donc, il n'y a pas pour l'heure de véritable changement notoire, sinon qu'il y a une volonté concrète de coller de plus près aux besoins et de coller au plus près à la réalité. Il n'en reste pas moins que un certain nombre de grands chantiers restent ouverts, hein. Le premier chantier, c'est celui du chômage et de l'emploi. Le deuxième grand chantier, c'est celui de l'eau. Le troisième grand chantier, c'est bien évidemment celui de l'insécurité, même si ce ne sont pas des compétences directement régionales. La région n'en sait pas moins juger et apprécier sur ces questions-là. Et en toile de fond de tout cela, me semble-t-il, il y a ce que j'appelle le face-à-face avec l'État. Aujourd'hui, Chalus, en dehors de l'épisode de la Coupe Davis, pas de la Coupe Davis, oui de la Coupe Davis, où il a eu à, disons, manifester concrètement son opposition à une certaine forme d'organisation de cette manifestation, et il n'y a pas encore eu de véritable face-à-face avec l'État pour déterminer exactement comment il se positionne. Parce que de là découlera aussi une autre problématique qui est celle de la question institutionnelle. La région, il ne faut pas l'oublier, est aujourd'hui stratège. Et à ce titre, elle doit impulser deux grands schémas, trois même on pourrait dire. Un premier grand schéma qui est le schéma régional de développement économique à l'international, notamment à l'innovation à l'international. Et là, il va y avoir un certain nombre d'options qui vont être clairement affichées. Et le deuxième schéma, c'est celui du schéma d'aménagement du territoire durable. Et là aussi, la région devra manifester clairement ses options en ce qui concerne l'aménagement du territoire de la Guadeloupe. Et enfin, il va y avoir un troisième schéma qui va concerner la recherche et l'université. Et je pense que c'est là qu'on verra véritablement quels sont les grands chantiers qui vont pouvoir être ouverts et sous ces chantiers-là, comment la région va se positionner, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'État, mais par rapport aussi à l'environnement caribéen. Le politologue et maître de conférence Julien Mérillon, joint par téléphone depuis Saint-Martin par Jacques Damprobe. C'est la période d'affluence pour les pharmaciens de l'archipel, avec le retour des pathologies saisonnières que sont les bronchiolites, la varicelle, les gastro-entérites ou encore la grippe. Et pour ce qui est des symptômes grippaux particulièrement, avant d'aller consulter le médecin, les clients ou les patients préfèrent d'abord se rendre chez un pharmacien avant donc d'aller plus loin. Reportage depuis l'une des pharmacies de Pointe-à-Pitre avec Muriel Barley.
Bronchiolite, gastro-entérite, état grippal, les pathologies saisonnières ont refait leur apparition dans le département. En novembre, on parlait même d'épidémie de grippe, avec environ 450 nouveaux cas enregistrés chaque semaine. Et lorsque les premiers signes se présentent, les Guadeloupéens ont le réflexe d'aller d'abord à la pharmacie. Chaque année, en fait, ça revient de plus en plus fort. Donc, on se prépare à avoir tout sous la main, surtout dans la pharmacie. Et c'est de plus en plus important. Donc, les clients n'aiment pas trop aller tout de suite chez le médecin. Ils veulent faire leur automédication seuls. Donc, on conseille de notre mieux, mais sans aller au-delà de la limite quand même. Petits et grands, personne n'est épargné par ces fameuses maladies de saison. Leurs symptômes sont plutôt faciles à reconnaître. Le plus souvent, on a beaucoup de fièvre pour la gastro, les selles liquides, maux de ventre. Pour l'état grippal, c'est plus le nez bouché, le rhume, donc l'éternuement à répétition, la fièvre qui revient toujours. Donc pour ces symptômes, on conseille tout de suite en premier lieu tout ce qui est les conseils de première nécessité, les Doliprane, tout pour les antalgiques, pour la fièvre, pour faire baisser la fièvre. Mais surtout, on conseille de surveiller l'évolution. Et si ça persiste, vraiment, il faut aller consulter pour avoir un traitement approprié pour. Et pour aider le corps à se défendre, les vitamines en tout genre sont recommandées. Sous forme chimique ou naturelle, les rayons regorgent de possibilités. Et selon le dernier point épidémiologique de l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, l'épidémie de grippe se poursuit en Guadeloupe. Mais une décroissance du nombre de cas est observée. Le nombre de consultations pour les cas de gastro-entérite et de bronchiolite a augmenté. Une situation qui confirme, selon l'INVS, le début de l'épidémie pour ces deux pathologies. Dans un instant, nous vous emmènerons à la rencontre de Jackie Poulier et de l'un des derniers cordonniers de Pointe-à-Pitre. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons à Cuba et en Amazonie, mais avant, direction la Guyane, où le préfet sort son plan de sécurité. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Après avoir été boycotté par les élus, le préfet a finalement présenté son plan sécurité pour la Guyane. 26 mesures ont été arrêtées par Martin Jéguer, ancien sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Parmi les principales résolutions de ce plan de prévention et de lutte contre la délinquance et la criminalité, le maintien jusqu'en mars prochain de l'escadron de gendarmerie arrivé le mois dernier. Les autres mesures dévoilées par le représentant de l'État en Guyane concernent le renforcement des contrôles aux frontières, la mise en place d'une zone de sécurité prioritaire à Saint-Laurent-du-Maroni ou encore l'ouverture du nouvel hôtel de police à l'horizon 2020. Autant de décisions réclamées depuis des années et qui font ressembler au plan Jéguer un catalogue de bonnes intentions. C'est un accord dit de dialogue politique et de coopération commerciale qui a été signé à Bruxelles ce lundi 12 décembre entre l'Union européenne et Cuba. L'accord a été paraphé par Bruno Rodriguez Parilla, ministre des Affaires étrangères cubain, et Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l'Union, à l'occasion d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des 28 pays du bloc européen. Jusqu'à ce jour, Cuba était le seul pays d'Amérique latine à ne pas avoir signé d'accord de coopération bilatérale avec l'Union européenne. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre et qui fait suite à l'abrogation par les 28 pays européens d'un texte datant de 20 ans qui fixait les préalables à toute coopération avec Cuba. Mais il reste encore une étape à franchir. Le Parlement européen ainsi que les parlements nationaux et régionaux des 28 doivent ratifier cet accord. Une étude menée par des chercheurs de l'université de Valence en Espagne tire une fois de plus la sonnette d'alarme sur le changement climatique et ses conséquences sur la forêt amazonienne, à commencer par une importante sécheresse.
El Niño est montré du doigt. Le phénomène météorologique qui se manifeste selon un cycle de 3 à 5 ans se traduit par un réchauffement anormal de l'océan Pacifique équatorial. Associé à un réchauffement sans précédent de la forêt amazonienne, l'impact d'El Niño est visible par des hausses de température qui battent tous les records enregistrés depuis 50 ans. La forêt amazonienne est considérée comme l'un des principaux puits de carbone de la planète. On connaît de lui les sculptures de Ignace, Solitude et Delgrès qui trônent sur le boulevard des Héros aux Abîmes. C'est aussi lui qui a réalisé la statue de vélo installée sur la rue piétonne à Pointe-à-Pitre et on lui doit le monument des 100 chênes qui commémore les événements de mai 1802 et les événements de mai 1967 sur la place de la Victoire. Mais Jackie Poulier demeure un artiste discret. Il expose ses œuvres depuis une vingtaine d'années à de trop rares occasions. C'est le cas actuellement à la bibliothèque multimédia de la commune de Moule. L'artiste présente des œuvres réalisées à partir de cordes peintes et des sculptures conçues à partir de maillons de chêne. Une collection d'œuvres réalisées tout au long de sa carrière d'artiste. Muriel Barlagne est allée à sa rencontre dans son espace d'expression à Cacao-Sainte-Rose. Reportage. C'est l'une des techniques qu'il a mises au point il y a maintenant 20 ans. Jackie Poulier peint sur des cordes. Amoureux de la couleur et à la recherche de profondeur, le sculpteur a mis au point ce procédé à force de tâtonnement. L'artiste autodidacte ne se refuse aucune expérience. Cette liberté d'agir fait son originalité. Au fur et à mesure, les idées viennent et comme je n'ai pas suivi de formation plastique, je vais dire que les idées viennent comme ça, je n'ai pas peur de ces idées-là. C'est-à-dire, au départ, je ne me dis pas, non, ce n'est pas dans le champ de ce que j'ai appris. Comme je n'ai rien appris, donc je fais dans la direction, dans n'importe quelle direction. Alors, c'est vrai que parfois, on est très déçu, on n'arrive pas à faire quelque chose de valable. Et puis, au fur et à mesure, bon, on maîtrise ces idées. Au fur et à mesure qu'on maîtrise les techniques, on peut donc se laisser aller et matérialiser ses idées. En 2005, Jackie Poulier a développé une nouvelle idée, la sculpture à base de maillons de chêne. Il cherchait ainsi à enlever la symbolique négative de ce support chargé d'histoire. Alors il n'y a pas seulement l'idée de l'esclavage derrière. C'est toutes les chaînes qui peuvent, perturber notre vie. Et donc, comme on dit chez nous, c'est près d'un chien à guérir un chien. Donc, je me suis dit, je vais essayer de travailler sur les chaînes pour pouvoir faire des œuvres d'art. Et donc, j'y suis plus ou moins arrivé puisque j'arrive à maîtriser cette technique, à souder les maillons. Ce n'est pas toujours très facile. Enfin, au début, ce n'était pas toujours facile. Maintenant, j'ai la technique de souder les maillons pour obtenir des choses particulières. Ces deux méthodes sont mises à l'honneur dans le cadre d'une exposition à la bibliothèque multimédia du Moule jusqu'au 23 décembre. Un court aperçu de l'éventail des possibilités de l'artiste, car Jackie Poulier transforme toutes sortes d'éléments pour servir son imagination. Plâtre, pâte à base de résine, bronze, terre, il a plus d'un tour dans son sac pour partager sa vision de l'homme avec un grand H. Direction maintenant l'artère principale du centre-ville de Pointe-à-Pitre qui a bien changé avec le temps. Autrefois, la plus animée du cœur de Pointe-à-Pitre, la rue Frébeau accueillait de nombreux cordonniers. Désormais, rares sont ces artisans autrefois très sollicités. Johan Charpentier-Titi a rencontré Lucien, un septuagénaire installé depuis près de 50 ans dans cette rue Frébeau. Semelle décollée ou lanière cassée, vite, direction le cordonnier. À l'instar de Lucien, 71 ans, vous en croisez encore quelques-uns sur les trottoirs de la rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, bien moins tout de même qu'à une certaine époque. Au début, Pointe-à-Pitre était vraiment Pointe-à-Pitre. C'était plus commercial, il y avait beaucoup de monde. Les gens achetaient des chaussures. Beaucoup de chaussures, on les faisait clouer, cheviller, ferrer, ceci, cela. Avec le temps moderne maintenant, tout ce qu'on vend, c'est coulé, ça se décolle après. Oui, ça nous donne un peu d'activité, mais
c'est pas la même chose. Il y a tout à fait une différence même. Mais Lucien est toujours là, lui qui a fait ses débuts en 1969. Près d'un demi-siècle plus tard, les choses ont bien changé, qu'il s'agisse des habitudes des Guadeloupéens que des matériaux qui composent nos chaussures. Vous voyez des chaussures neuves, hein? Des chaussures neuves que la personne a achetées. Vous voyez les chaussures neuves, c'est décollé. Là, il me faut coller et clouer. Et c'est hier la personne a acheté les chaussures. Hier, c'est décollé. Vous voyez? C'est décollé. Alors là, il me faut coller et clouer. Il y a des chaussures qui sont faites en carton, ces chaussures qui sont faites en neige, ça n'a pas de clous. Quand c'est collé, ça se décolle après, alors c'est pas la peine de prendre l'argent des gens pour ne pas donner un bon travail. Bon, en principe, moi je suis un cordonnier, je sais tout faire. Mais là, bon, c'est le minimum. Là, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des gros travaux pour faire par ici, puisque ici, on n'a pas de courant, on n'a pas de machine, on n'a rien. Alors, on fait juste pour un service. La jeunesse ne veut pas apprendre un métier. Maintenant, c'est l'informatique. Ça m'attriste, moi. Ça m'attriste énormément. Parce que pourquoi? Je vais retourner à mon époque. À mon époque, on disait quand un homme n'a pas un métier en main, il n'est pas un homme. On peut beau être informaticien, on peut beau être ingénieur, on peut beau être génie de l'informatique, mais on doit avoir un métier en main, parce qu'on ne sait jamais. De son propre aveu, Lucien est sans doute le plus âgé de la rue Frébeau. C'est donc empreint de nostalgie qu'il évoque la cordonnerie, mais surtout le pointe-à-pitre d'antan. Tous les anciens qui faisaient la cordonnerie, ils ont laissé tomber. Il y a ceux qui sont morts, ils ont laissé tomber à cause pas sérieux des clients. Alors ils ont préféré laisser fermer leur chantier, aller travailler ailleurs. Là, il fait beau mort. Avec les grandes surfaces, là, il fait beau et mort. Presque enterré, mais mort. Aujourd'hui, la cordonnerie se pratique de moins en moins dans la rue. Comme bon nombre de métiers artisanaux, elle est menacée par la perte de vocation et la modernisation des techniques. Belle rencontre donc avec ce cordonnier, l'un des derniers, sinon le dernier de Pointe-à-Pitre. Information pratique, les habitants du bourg des Abîmes seront privés d'eau potable ce soir entre 22h et 6h demain matin. Demain, ce sont ceux de Saint-François et de la Désirade qui n'auront pas d'eau au robinet. Et en ce qui concerne Saint-François, il y a également des coupures supplémentaires entre 7h et 14h demain. Zone concernée, Belle-Allée, William, 16, Dob, Blonval, Anse-à-la-Barque, Souquet, Roche, Sainte-Marthe, lotissement Lila, lotissement Vallon. Il s'agit des délestages programmés par le SIAG sur son réseau. Un point sur la météo, sachez que la Guadeloupe a été placée en vigilance météorologique de niveau jaune pour fortes pluies et orages. Il va donc pleuvoir ce soir et demain. L'Alizé qui se renforce ce soir et cette nuit rend la mer forte et hachée. Des creux moyens compris entre 3 mètres et 3,50 mètres sont attendus cette nuit en Atlantique et dans les canaux dans une houle d'est à sud-est. Demain mardi, dans la matinée, le vent baissera d'un cran et la mer s'amortira progressivement pour repasser sous les 3 mètres à partir de la mi-journée. Côté qualité de l'air, bonne nouvelle, Guadair nous annonce un indice Atmo de 3 pour demain. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.